Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio AIBD est prêt. L'infrastructure sera inaugurée demain lundi par le chef de l'État. Cet axe d'un coût de 79 milliards de francs CFA sera prolongé jusqu'à Mbour. Et puis nous irons à la découverte de la première prison de Dakar, construite en 1890. Elle accueillait les détenus de l'Afrique occidentale française AOF pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, les lieux abritent l'école Amadou Hassan Ndoye au beau milieu de Dakar Plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République va inaugurer demain le prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio AIBD d'un coût d'investissement de 79 milliards de francs CFA. L'axe sera prolongé jusqu'à Mbour. Le maître d'œuvre du tronçon donc, APIX, a pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de l'inauguration, nous dit Damsila. Longue de 35 km, l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia sera inaugurée demain par le président de la République Macky Sall. Après 29 mois de travaux, les chantiers sont en présent livrés. L'infrastructure va beaucoup contribuer à la fluidité de la mobilité urbaine. Le président a décidé, à partir de la ville de Diamniadio, de raccorder définitivement Dakar et sa banlieue sur l'Interland. Il sera possible, à partir de demain, de raccorder Dakar à Sindia en 45 minutes. Ce projet offre aussi une connectivité pour la ville de Diamniadio avec son échangeur 4 voies qui permettra de desservir de manière équilibrée le germe de ville de Diamniadio. C'est l'échangeur qui est derrière nous. Nous avons aussi 4 passerelles passagers qui permettent aussi de raccorder à gauche et à droite du tronçon autoroutier les espaces de vie et des villes et des villages autour de l'autoroute à péage. APIX, maître d'œuvre du tronçon Diamniadio AIBD, s'est dit très satisfaite de la qualité de l'ouvrage. L'axe sera prolongé jusqu'à Mbour et connecté à d'autres localités environnantes. De manière cohérente, à partir de l'échangeur de Sébikotane, aller à Thiès sur une gare de péage de bretelles et pouvoir aussi continuer sur l'aéroport international Blaise Diagne, mais aussi aller jusqu'à Sindia. Et le passager ou l'usager va aussi continuer son trajet sur une plateforme autoroutière conforme aux normes internationales avec un partenariat public-privé dont tronçon concédé avec le concessionnaire Senac Eiffage. Et c'est ça la perspective de demain. Les 12 communes d'arrondissement vont opérer à une mobilisation spontanée pour venir remercier son Excellence le Président Macky Sall qui a offert aujourd'hui dans cette plateforme une connectivité cohérente, mais aussi un autre mode de transport qui permet de continuer ce qui a été fait jusque-là. Le coût du financement du prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia s'élève à 79 milliards de nos francs. Sur les lieux, tous les dispositifs sont pris pour un bon déroulement de l'inauguration. Direction Équateur en Amérique du Sud où s'est tenue la conférence internationale sur l'habitat 3, une rencontre qui a mis en exergue les qualités des ressources humaines sénégalaises. En effet, le ministre de l'Urbanisme a été élu vice-président de la conférence et le diplomate Mamadou Mbodj devient rapporteur général, une première dans le système des Nations Unies en charge du logement. Les précisions de notre envoyé spécial en Équateur, Lamine Touré. Quito, capitale équatorienne à 2800 mètres d'altitude, c'est ici que s'est tenue la conférence des Nations Unies sur l'habitat 3. Après Vancouver et Istanbul, la communauté internationale s'est penchée sur le logement et le développement durable des villes urbaines dans un contexte marqué par les défis liés à l'urbanisation. La troisième conférence se tient dans un contexte où l'Afrique demeure plus que jamais confrontée aux défis d'une urbanisation rapide et souvent mal maîtrisée. Une telle situation met en exergue l'importance
que nous devons accorder au développement urbain durable. 35 000 participants ont pris part à cette rencontre internationale. Experts, société civile, autorités politiques. La délégation sénégalaise était fortement représentée. Promu en qualité de vice-président et rapporteur général de la conférence, le Sénégal a ainsi partagé son expertise en matière de leviers institutionnels dans le cadre du développement périphérique. Le rythme de la décentralisation au Sénégal suit à peu près la cadence de la conférence mondiale sur l'habitat. C'est ainsi qu'en 1972, à la veille de la conférence de Vancouver au Canada en 1976, le Sénégal avait, dans le cadre de l'acte 1 de la décentralisation, adopté la loi portant réforme administrative et territoriale, ayant abouti notamment à la création de la communauté rurale. En 1996, fut mise en place la loi portant code des collectivités locales qui consacra la région comme entité locale. Et en 2014, fut votée la loi portant acte 3 de la décentralisation, marquée par la communalisation intégrale et l'érection du département en collectivité locale. Des mécanismes juridiques propices à l'exécution du nouvel agenda sur l'habitat 3, telle une conviction pour le Sénégal et qui sera complété par un plan d'urbanisation à mesure d'honorer les engagements pris pour des logements décents. Dans le cadre de l'appropriation du nouvel agenda, il nous faudra, entre autres, mettre un accent particulier sur la promotion de la planification territoriale. Dans cette perspective, la nouvelle politique de développement économique et social, initiée par le Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent, accorde une importance au renouveau urbain, à la promotion de l'habitat social. La délégation sénégalaise conduite par le ministre de l'Urbanisme et du Renouveau urbain a été conviée à plusieurs rencontres axées sur les questions de financement, de sécurité entre autres. L'Union européenne, le Maroc, le Togo, il s'est agi pour l'essentiel de magnifier et d'approprier le modèle du Sénégal. Nous savons le Sénégal en avance en matière d'urbanisation, en matière de construction de logements sociaux surtout. Et nous avons souhaité avoir ces conseils dans ce domaine-là. À l'issue de la conférence des Nations Unies sur l'habitat 3 à Quito, un nouvel agenda a été adopté à l'unanimité. Les acteurs ont réitéré leur engagement à s'inscrire résolument dans cette nouvelle orientation. D'ici les 20 prochaines années, les villes devront être normalement des moteurs de croissance. Et puis nous reviendrons sur l'élection de nos compatriotes au poste de vice-président et de rapporteur général de l'ONU Habitat au cours de cette conférence internationale sur l'habitat 3 à Quito en Équateur. Santé, lutte contre le paludisme. Le Sénégal vient de réaliser une prouesse par une couverture universelle. L'annoncé du ministre de la Santé qui a clôturé la campagne nationale de distribution de moustiquaires à Saint-Louis. Plus de 8 millions d'unités ont été gratuitement mises à la disposition des populations pour un coût total de près de 18 milliards de francs CFA. Compte rendu Oumar Diaw. C'est un aéronef de l'armée qui a déposé le ministre de la Santé à l'aéroport de Saint-Louis. Bango n'est qu'à un jet de pierre, le camp abrite en son sein la prestigieuse école, le mythique Prytanée militaire Charles Thioréré. C'est par une chanson sur la fierté de faire partie de la famille des ET que les élèves ont accueilli la délégation venue pour clôturer la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés. Le PMS et le bataillon d'instruction en ont bénéficié. En choisissant le Prytanée, ce fleuron de notre système éducatif, vous participez sans aucun doute au renforcement des conditions de performance de cette pépinière de cadres pour notre pays et l'Afrique. Je dirais même que le choix porté sur le Prytanée militaire de Saint-Louis est en parfaite cohérence avec les directives du ministère de l'Éducation nationale qui demande aux élèves de s'impliquer dans la vulgarisation de l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Commencée il y a environ 6 mois par les régions sud et sud-est, la campagne s'achève par le nord faiblement impaludé. Plus de 8 millions de moustiquaires ont ainsi été distribués. Le Sénégal aura mis pratiquement 17 milliards pour cette campagne qui a commencé pratiquement au mois de mars, qui va se terminer avec Saint-Louis. Globalement, l'étau s'est desserré autour des régions nord, mais Saint-Louis a la particularité d'être une ville d'eau
où le vecteur existe. La commune reste une localité fortement amphibie. Les risques de prolifération des moustiques demeurent constants en toute saison. Voilà pourquoi je salue cette attitude préventive qui devra permettre de maintenir cette tendance à la baisse. Si les autorités ont pu disposer d'autant de moyens, c'est grâce au soutien des partenaires dont l'OMVS, qui a mis 1 200 000 moustiquaires à la disposition de chaque pays membre en 2 phases. Ici au Sénégal, les structures organisées comme les écoles ont été mises en avant parce que c'est un lieu de test grandeur nature. En sensibilisant un élève, c'est toute une famille qu'on sensibilise. Aujourd'hui, que le tour du Sénégal est fait, on peut parler de couverture universelle. Et quand on a 8 millions de moustiquaires sur une population environ de 14 millions, ça veut dire qu'il y a une couverture universelle. Parce que normalement, chaque moustiquaire, il peut y avoir 2 personnes. À Sor, précisément au quartier Eau-Claire et Darou, le ministre a pris part à une séance de distribution. Professeur Aomari Kolsek s'est invité dans quelques demeures où elle a pu voir des moustiquaires bien en place. Ensuite, visite de courtoisie à un chef religieux et prière. Et puis en marge de son assemblée générale qui s'est tenue à Salut-Portudal, l'amicale des cadres de la RTS a organisé une session de réflexion sur le code de la presse en gestation et l'état d'avancement de la TNT. Des échanges riches en informations en présence de plusieurs responsables des médias et du secrétaire général du gouvernement qui a présidé les travaux, compte rendu par Bounatiao. À l'ordre du jour de ce moment de réflexion et d'échange, 2 sujets qui intéressent à plus d'un titre les professionnels de l'audiovisuel public. Le nouveau projet du Code de la presse et l'état d'avancement de la TNT. Des présentations approfondies et exhaustives ont été faites par des professionnels aguerris. Concernant le déploiement de la TNT, le taux de couverture démographique est estimé à 92%. Quant au Code de la presse, il est en bonne voie malgré quelques points d'achoppement. La dépénalisation a fait l'objet de consensus. Il y a une autre question également qui est posée. Le gouvernement n'a pas encore tranché la question. Le ministre travaille à ça. Mais on ne peut pas non plus dire, dans l'absolu, que tous les besoins des organes de presse publics devraient être pris en compte par l'État du Sénégal. J'ai dit oui, mais il faudrait savoir également que le Sénégal, le gouvernement, le président de la République, gère une ressource qui est rare. Et toutes les structures en ont besoin. La santé n'est pas moins légitime de réclamer sa part que les médias. La construction des routes, des hôpitaux, cette volonté-là n'est pas moins légitime que les médias. Donc il faut trouver un juste milieu. Sur la TNT, le débat est très fort. Je comprends. C'est une nouveauté. C'est une chose qui est totalement en dehors de la connaissance commune des uns et des autres. Mais je peux vous assurer que l'opérateur sénégalais qui a été choisi a installé partout à travers un système de fibre optique par le canal de la Sonatel et par le canal de l'AEDE le signal de la télévision numérique sur l'ensemble du territoire national. Un débat de haute facture qui a abordé la question du financement de l'audiovisuel public, mais aussi et surtout les attributs de la nouvelle société publique qui sera bientôt chargée de la gestion de la TNT. Le milieu est donc en pleine ébullition, mais la RTS dispose de l'expertise nécessaire à l'adaptation. Je pense que les mutations aujourd'hui que nous vivons nous condamnent à changer de manière de travailler. D'abord à travailler mieux et plus, mais changer aussi nos façons de travailler parce qu'on va bientôt être dans le tout numérique. Le panel qui a parlé du code de la presse est longuement revenu sur l'encadrement aujourd'hui d'une entreprise de presse. Dans quelles conditions on peut créer une entreprise de presse, comment financer une entreprise de presse, mais aussi dans quelles conditions on peut exercer la fonction ou le métier de journaliste. Je pense que c'est important et aussi saluer l'approche des autorités qui, au lieu de faire vraiment un schéma de haut en bas, mais on préférait mettre en avant l'approche vraiment participative parce qu'aujourd'hui le projet de code de la presse est entre les mains des journalistes qui l'ont alimenté avec leurs différentes observations, donc ce sera véritablement leur code. Et je pense que c'est important. L'autre élément, c'est vraiment l'avènement de la TNT. Je pense qu'on a été rassuré
par les communications de Excaf, par les communications de la RTP, mais aussi par les éclairages apportés par le secrétaire général du gouvernement qui par ailleurs assure le pilotage de la task force. Et aujourd'hui, nous savons que sur les 14 régions, les 12 sont couvertes par la TNT et c'est tout bénéf pour nous. RTS, l'ADI a fait un travail extraordinaire, l'Agence pour le développement de l'informatique de l'État. Et donc, sous peu, vous verrez peut-être RTS 3, RTS 4, pas forcément sur le bouquet, mais en tout cas avec une couverture régionale, être dans la TNT. Après les panels riches en connaissances, la reconnaissance de l'amicale des cadres de la RTS à l'endroit des retraités. Ces travailleurs ont donné leur jeunesse et leur savoir à la RTS. Aujourd'hui, l'entreprise leur témoigne sa reconnaissance. Faisons tout pour que la RTS garde M. Racine Talla. Parce que si on le perd, on ne sait pas si ce qu'il est en train de faire par rapport à la masse salariale, par rapport à beaucoup de choses, je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait le faire. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai vu passer 8 directeurs généraux ici pendant plus de 30 ans. Et la suite, ce sera des recommandations envers les agents de la RTS. Ce que je vais dire, enfin, ce que nous allons dire aux agents de la RTS, c'est que la RTS appartient aux agents. Ça n'appartient pas aux directeurs généraux. La preuve, nous qui sommes à la retraite actuellement, nous avons vu passer beaucoup de directeurs généraux et nous sommes jusqu'ici, Dieu nous a laissés ici. Ce qui veut dire que la RTS appartient aux agents de la RTS. Donc c'est aux agents de la RTS de préserver la RTS. Le directeur général de la RTS, Racine Talla, n'a pas manqué de féliciter l'amicale des cadres, mais aussi et surtout d'appeler à préserver et cultiver l'esprit de fraternité qui caractérise la RTS. Voilà, c'est notre collègue donc Guilignan Touré qui devient secrétaire général de l'amicale des cadres de la RTS. Et puis le ministre de la fonction publique en partenariat avec le Haut Conseil du dialogue social a organisé un atelier de renforcement des capacités du réseau des journalistes en dialogue social. Objectif, permettre à ces hommes des médias d'être mieux outillés sur les questions relatives au statut des agents de l'État. Compte rendu Aminata Mbengofal. Les journalistes sont des relais importants dans la promotion du dialogue social. Encore faudrait-il qu'ils aient les compétences requises, mieux les outiller est le but de cet atelier. Des questions relatives aux droits et obligations des agents de l'État ont été au menu des échanges. Lorsqu'on visite rétrospectivement les difficultés rencontrées dans les rapports entre le gouvernement et les organisations d'agents publics, c'est essentiellement autour du statut, de ses composantes, des droits et obligations que ce statut crée pour les travailleurs. C'est autour des problèmes de connaissance ou d'application de ce statut que les difficultés ont tourné. Donc les deux parties ont estimé qu'il était bon aujourd'hui de mieux outiller les journalistes pour qu'ils sachent exactement que renferme la loi 6133 relative au statut général des fonctionnaires. Autant d'informations recueillies par les journalistes qui vont désormais être des relais pour véhiculer la bonne information. On a coutume de dire qu'un enseignant qui cesse de se former doit arrêter d'enseigner. Je suis d'avis aussi qu'un journaliste qui cesse de se perfectionner doit cesser d'exercer le métier de journaliste. Aujourd'hui, on parle de dialogue social, donc c'est une urgente nécessité pour les journalistes de se mettre à niveau. Réellement, si au niveau déjà de la fonction publique, il y a la paix sociale requise, il y a maintenant dans l'exercice de cette paix, le relais que constitue déjà ce réseau que vous avez invité ici et qui devrait être imprégné, formé sur les droits, les obligations de tout un chacun, à pouvoir les déterminer, à pouvoir également s'y intégrer, ce serait déjà ce jour-là qu'on dira que le Haut Conseil et le département de la fonction publique vraiment ont réussi à régler une situation qui va faire justement émerger notre pays. Cette rencontre qui revêt une grande importance entre en droite ligne des objectifs du réseau des journalistes en dialogue social. La vocation première du RESDIS est de renforcer de manière continue les capacités des journalistes sur les différentes problématiques qui touchent le monde du travail.
L'objectif étant de permettre à tous les membres de disposer d'outils leur permettant de mieux appréhender les problématiques afin d'avoir le meilleur traitement journalistique possible. Ces journalistes espèrent, au sortir de cette rencontre, avoir plus de connaissances pour participer à l'instauration d'un climat social apaisé au Sénégal. L'Association sénégalaise de normalisation en collaboration avec l'Union européenne et le groupe ACP a tenu un séminaire de sensibilisation sur l'importance de la normalisation à travers le programme surnommé Les obstacles techniques au commerce. Les différentes structures veulent renforcer les capacités des opérateurs économiques pour améliorer leur compétitivité. Fatima Tabanelba, compte rendu. La normalisation fait référence aux règlements techniques obligatoires et caractéristiques d'un produit. Se conformer à ces exigences techniques reste un défi important pour les pays en développement. Pousser les populations à comprendre que nous avons besoin d'une normalisation vu le contexte économique mondial actuel, parce que pratiquement avec les systèmes de libre-échange dans le monde, partout les acteurs économiques vont et viennent avec des produits et des services qui viennent d'un peu partout, et naturellement vous comprendrez aisément la raison pour laquelle on a besoin de définir un certain nombre de normes pour quand même permettre aux populations de consommer de la qualité dans tous les domaines. La qualité, c'est le concept global où s'active la normalisation, la certification de conformité aux normes, les analyses, les essais, l'inspection faite par les ministères qui ont le pouvoir régalien, la métrologie, donc la qualité des mesures, parce qu'il faut mesurer la qualité, donc il faut avoir des mesures fiables. Donc tout cela est défini dans ce qu'on appelle une politique nationale de la qualité. Aujourd'hui, on a élaboré notre projet de politique nationale qualité qui est au niveau du ministre de l'Industrie et des Mines. Ce séminaire de sensibilisation entre dans le cadre du programme d'assistance technique dans le secteur du commerce. Il est financé par l'Union européenne dans les régions Afrique, Caraïbes et Pacifique. Le programme a en particulier répondu à une requête du Sénégal qui visait l'accompagnement de l'Association sénégalaise de normalisation, qui est une des infrastructures qualité du Sénégal. Et il s'est attaché en particulier à certains produits qui ont été identifiés comme importants pour le marché sénégalais. Et donc ce sont le ciment et l'eau avec l'eau de boisson. Qui ont été visés spécifiquement dans le cadre de ce programme. Le Sénégal, à travers l'Association sénégalaise de normalisation, veut davantage miser sur la qualité des produits, une exigence pour améliorer la compétitivité et l'accès au marché d'exportation, où le respect des normes fait la différence. Au Sénégal, plusieurs milliers d'enfants ne fréquentent pas les structures scolaires formelles. Pour avoir les données actualisées, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec l'USAID, lance une étude qui va s'étendre sur l'ensemble des 14 régions du pays. Compte rendu à Pape Kolingom et Aminata Faye. Cette rencontre a réuni autorités et partenaires du ministère de l'Éducation nationale. L'étude sur les enfants et jeunes hors du système éducatif présentée par le comité de pilotage va s'étendre sur l'ensemble des régions du Sénégal. Elle va fournir des informations et données actualisées sur les aspects quantitatifs et qualitatifs des jeunes et enfants hors du système éducatif et ou en risque de décrochage scolaire. L'étude nationale sur les enfants et jeunes hors du système éducatif aura donc pour principal objectif de combler le manque de données sur les enfants déscolarisés et non scolarisés au Sénégal. Cette étude répondra ainsi à un besoin exprimé par les partenaires du développement, le gouvernement du Sénégal et la société civile. Par ailleurs, l'étude permettra de mieux comprendre les difficultés liées au développement des compétences professionnelles chez les jeunes ainsi que les opportunités et défis auxquels ils font face. Cette initiative du gouvernement en partenariat avec l'USAID entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'amélioration de l'équité et de la transparence, PAQUET, une aubaine pour le ministère de l'Éducation nationale. Les résultats de l'étude devront nous permettre de savoir qui sont ces enfants et ces jeunes hors de l'école, les raisons pour lesquelles ils sont exclus ou auto-exclus,
mais également les stratégies les meilleures pour leur donner des chances de bénéficier d'une offre éducative pertinente. Et cette étude doit nous permettre d'avoir des stratégies pour justement essayer d'augmenter ce stock d'éducation qu'il y a dans la société. Après le partage et la validation des orientations de cette étude, un travail d'enquête-ménage sera déroulé sur une période trimestrielle. Les informations issues de cette étude seront publiées dans un rapport final au mois de février prochain. Culture, lancement du programme de la saison artistique 2016-2017. Le Théâtre national Daniel Sorano affiche ses activités destinées à divertir son public, mais aussi à participer à l'éducation des jeunes. Les autres régions n'ont pas été oubliées. 5 axes majeurs plutôt composent l'agenda de la compagnie artistique. C'est un compte-rendu de Philomène Constance Gagne. Daniel Sorano renoue avec son public. À l'affiche pour cette saison qui s'ouvre, 5 axes seront développés. Et l'innovation majeure reste la décentralisation du théâtre. Nous sommes théâtre d'État. Nous ne devons pas être seulement à Dakar. Nous devons être aussi dans les régions. Nous devons nous projeter dans les régions. Mais se projeter dans les régions aussi, c'est des moyens. Mais nous pouvons toujours, en prenant des partenariats, comme nous l'avons fait l'année dernière avec l'OFNAC, c'est l'occasion de remercier aussi l'OFNAC, nous avons pu développer des stratégies de représentation, en tout cas théâtrale, dans les régions du Sénégal. Tout en programme soutenu par plusieurs partenaires, la compagnie veut ainsi diversifier ses activités pour atteindre plus de cibles, surtout les jeunes. Il me semble le plus important, en tout cas pour la direction générale, c'est de redonner goût au théâtre aux jeunes. Aux jeunes, parce que aussi c'est ce jeune qui sera le public de demain. On dit souvent que le théâtre, il n'y a plus de public maintenant. Nous essayons d'investir sur l'avenir. Sur l'avenir, c'est aller vers les écoles, avoir des partenariats avec eux et jouer pour le public jeune et pour le public scolaire. L'agenda national culturel sera aussi maintenu. À travers cet accompagnement d'événements culturels traditionnels, c'est un retour d'ascenseur à l'État qui soutient fortement la culture. Il s'y ajoute d'ailleurs que la promotion et la valorisation des arts de la scène, vecteurs puissants d'éducation et de communication sociale, peuvent contribuer de manière réelle à l'augmentation de la croissance économique de notre pays. C'est vous dire donc que la culture occupe une place essentielle dans le plan Sénégal émergent initié par le chef de l'État. Des khawarés, des soirées musicales et théâtrales attendent les férus de la scène. Un avant-goût de la pièce La tragédie du Damel Makodou a été présenté à l'assistance. Sport basket, un atelier de renforcement des capacités destiné aux entraîneurs de basket des régions du sud du Sénégal s'est tenu à Ziguinchor, organisé par l'Association sénégalaise des entraîneurs de basket. Donc, cet atelier a permis d'aborder plusieurs questions relatives à la formation des entraîneurs. Cet atelier a été présidé par Chersar et Parfait Adivon. C'est un compte rendu de Abdulaziz Ban. Cet atelier qui a allié théorie et pratique a réuni tous les entraîneurs de basket de la zone sud. L'objectif est de renforcer leurs capacités. Il va falloir que nous ayons de bons techniciens qui pourront, avec les universités qui sont là maintenant, pouvoir encadrer les jeunes et pourquoi pas prétendre à jouer les premiers rôles de l'élite. On a beaucoup discuté sur qu'est-ce qu'il faut mettre, sur quoi il faut mettre l'accent. Et je pense qu'on est tous d'accord sur les fondamentaux, le basique du basket. Et je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Mais après, les discussions ont tourné autour de ce qui s'est fait de meilleur dans le monde, les tendances actuelles de la défense sur le pick and roll et l'attaque du pick and roll. Pendant 2 jours, ces entraîneurs de basket ont eu droit à des explications détaillées qui pourront les servir à développer le basket dans leurs régions respectives.
Ça nous permet en fait d'être confrontés au haut niveau parce que si vous voyez bien les techniciens qui nous encadrent actuellement, c'est des gens qui sont venus de Dakar. Le partage de connaissances c'est toujours positif, donc c'est une occasion que nous applaudissons et nous souhaitons que ça se réitère pour nous aider à nous mettre à niveau et mieux encadrer nos jeunes en fait. Les entraîneurs, ils sont là, ils sont nombreux, ils sont compétents, ils ont envie de travailler. Mais c'est un problème d'organisation souvent. Maintenant, il y a un nouveau contexte, c'est l'université. Et l'université, ça va permettre beaucoup plus d'opportunités. Ça va permettre aux jeunes de Ziguinchor de rester sur place. C'est tel n'était pas le cas les années passées, là où il n'y avait pas l'université. Maintenant, Ziguinchor commence à se développer par rapport à l'université. Donc, il faut que ces entraîneurs soient en phase par rapport à ça. L'importance de cet atelier a été magnifiée par tous les participants. Leur souhait est d'avoir cette formation tous les 6 mois. Journée mondiale du cœur 2016. L'événement a été célébré à Dakar par une marche de sensibilisation et de plaidoyer. Redynamiser votre vie, c'est le thème de cette année. La pratique du sport permet de rester en bonne santé dans un contexte d'augmentation des maladies chroniques. Oumar Diaw était de la partie. Très tôt ce dimanche, d'innombrables randonneurs ont pris d'assaut le ministère de la Santé. Le parvis s'est révélé étroit pour tous ces hommes, femmes et enfants qui ont tenu à être présents. Toutes ces années maintenant, nous voyons toutes les sociétés nationales organiser des randonnées sur les maladies cardiovasculaires. Nous avons fait aujourd'hui 2 heures de marche. Personne ne s'est plaint, tout le monde est content. Cela veut dire que le message est bien passé. Partis du ministère, les randonneurs vont emprunter la corniche ouest puis l'avenue Malixi. Ils vont longer la RTS avant d'arriver au boulevard du Centenaire puis à la place de l'Obélisque avant de retourner. La journée 2016 du cœur a battu tous les records. Le sport permet de redynamiser la vie et si on a 2 yeux, une paire de reins et de poumons, on n'a qu'un seul cœur. Ce cœur, c'est le moteur et nous devons essayer de prendre soin de ce cœur en luttant contre les facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité, le diabète, le tabagisme, la sédentarité, le stress. Tous ces facteurs de risque, nous devons les combattre. Cette formidable machine qui est le myocarde, il faut l'entretenir tout au long de l'existence et éviter les facteurs de risque cardiovasculaire. Faire beaucoup d'activités sportives, un sport adapté à l'âge de chacun et à sa condition physique, manger moins gras, moins sucré, moins salé et puis manger beaucoup de fruits et de légumes. La pratique sportive est un élément essentiel pour protéger le cœur dans un contexte d'augmentation des maladies cardiovasculaires. L'enquête STEP qu'on a faite ici au niveau du Sénégal a révélé que 24% d'hypertendus sont parmi nous, 66% de sédentaires sont également parmi nous. Et tout ça, c'est des facteurs de risque. Dans les années à venir, tout indique que l'incidence des maladies chroniques, dont celle cardiovasculaire, va augmenter. Déjà, ces dernières constituent la première cause de morbimortalité chez les adultes au Sénégal. La pratique régulière d'un sport adapté à son état général est un moyen de prévention avéré et conseillé. Après le sport de maintien, intéressons-nous au sport de compétition pour parler de canoë-kayak avec la Fédération nationale qui a organisé ce week-end la Coupe du président du comité olympique Mamadou Diagne-Ndiaye. À l'arrivée, c'est Combesec qui l'emporte chez les dames et du côté des hommes, la Coupe est allée à Edmond Sanka de Hans Bernard. C'est un reportage de Tandara Ndiaye. Les responsables de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron n'ont pas sauté de week-end depuis 2 mois. Saint-Louis, Somone, Ndiaoudong, mais aussi Dakar, les grands axes de compétition. Le trophée Mamadou Diagne-Ndiaye du comité olympique a débuté par des démonstrations de petites catégories. Et c'est Daouda Fall de Anne, suivi de Moussassi, même club qui sortent victorieux. Et voici les finales. Nous passons chez les filles où la double championne d'Afrique Combesec d'Angor devance Mariama Kamara de Lance Bernard. La course des seniors hommes kayak, la finale avec Edmond Sankar de Lance Bernard qui laisse derrière Biram Samandao de Yarach. Du côté de la fédération, c'est la satisfaction. Cette compétition a été dédiée au président du comité national olympique sportif sénégalais, en l'occurrence Mamadou Diagne-Ndiaye. Donc c'est une compétition traditionnelle. Nous remercions le président du CNOS qui ne cesse de soutenir la fédération. Et nous remercions également ceux qui viennent de Saint-Louis pour honorer cette journée du président du CNOS. Combesec ñom ñep mérité wu nañ seen place ndax dañuy entraîner nuit et jour suba ngoon dañuy entraîner lépp lu ñuy def lépp ci entraînement lañ koy def bu ñu demee liggéey ñu ngi dem entraîner donc seul le travail paye.
Ici, c'est le canoë. Épreuve de génuflexion par excellence, Lamarana Diallo, champion d'Afrique et double vainqueur, et devance Lamine Silva. instant maa ngi focaliser wu ci canoë bi quoi pour gën a mën a am jàpp bi gën a mën a am rythme bi quoi moo tax ci laa gën a entraîné fu mu toll nii. La prochaine journée, le 3 décembre prochain à la baie de Ngor, à l'occasion de la Coupe du Président de la République, où le ministre des Sports Matarba, à côté du maire Amadou Sow, sont attendus. Ce dimanche, nous vous invitons à la découverte de la première prison de Dakar. Elle a été construite en 1890 au beau milieu de Dakar Plateau. Elle recevait des prisonniers de l'AEF pendant plus de 40 ans. Il s'agit de l'actuelle école El Hadj Amadou Assane Ndoye, plus connue sous le nom de l'école Thiers. La rubrique découverte, c'est avec Koumba Diakhatemar. C'est l'une des rares bâtisses en plein cœur du plateau, reposant majestueusement à l'angle de 4 rues, Amadou Assane Ndoye, Béranger Ferraud, Carnot et Huyard. L'école Thiers, baptisée El Hadj Amadou Assane Ndoye, a été la première prison de Dakar. C'était de 1890 à exactement 1932. Je vous ai montré un plan qui date de 1890, rédigé le 4 juin 1890 par le responsable général des travaux publics qui était basé à Saint-Louis. C'était la première prison de Dakar. Première prison de Dakar jusqu'à la construction de la prison centrale de Rebeuss. Hier, citadelle du silence, aujourd'hui, temple du savoir, l'édifice existe depuis 126 ans, mais garde jalousement son architecture et sa structure d'antan. Rien n'a changé, les escaliers sont là, les bâtiments sont encore là, avec l'épaisseur de murs qui font 50 cm de large. Construite avec des pierres, des pierres de la mer, rouges et des pierres noires cimentées. Il n'y a aucun changement. Bienvenue dans la cour de l'ancien cachot, devenue cour de récréation pour ses potaches. Dans les années 30, la correction a cédé la place à l'école, une école de prestige que connaît bien notre guide, pour y avoir enseigné pendant près d'un quart de siècle, de 1971 à 1995. Que l'on me permette de dire que c'est l'école de ma carrière parce que j'y ai servi pendant 24 ans. Ce site est transformé en école, qu'on appelait le petit lycée. Il était fréquenté et par des Noirs et par des Blancs. Des dames blanches ont servi ici, Madame Cancel et Madame Vernet, avant l'arrivée des enseignants sénégalais. En 1984, ce groupe scolaire est scindé en deux, en tiers 1 et tiers 2. Plus tard, cette école tiers 2 a été transformée, devenue un bureau qui habite quel service? Le service des examens au concours, plus la direction des constructions et équipements scolaires. Une école de prestige qui était fréquentée par, je ne dis pas, l'école des fils de chef, mais l'école des députés. C'est un lieu, un endroit vraiment que l'État doit protéger et sauvegarder parce que les locaux là sont historiques et ça renferme beaucoup d'histoires qu'aucun Sénégalais ne devrait ignorer. L'école de la rue Thiers a vu passer plusieurs générations d'écoliers, sénégalais et étrangers. Paradoxe, aujourd'hui, elle souffre d'une absence d'effectifs. À cela s'ajoute la vétusté des locaux, mais qu'importe, sa conservation comme monument historique est plus que nécessaire, d'autant que le bâtiment a été classé au patrimoine de l'UNESCO depuis 1978. Voilà pour la rubrique découverte qui revient dimanche prochain. Ici, ça referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et très bonne soirée sur la RTS. Général, une première dans le système des Nations Unies en charge du logement. Les précisions de notre envoyé spécial en Équateur, Lamine Touré.
Quito, capitale équatorienne à 2800 mètres d'altitude, c'est ici que s'est tenue la conférence des Nations Unies sur l'habitat 3. Après Vancouver et Istanbul, la communauté internationale s'est penchée sur le logement et le développement durable des villes urbaines dans un contexte marqué par les défis liés à l'urbanisation. La troisième conférence se tient dans un contexte où l'Afrique demeure plus que jamais confrontée aux défis d'une urbanisation rapide et souvent mal maîtrisée. Une telle situation met en exergue l'importance que nous devons accorder au développement urbain durable. 35 000 participants ont pris part à cette rencontre internationale, experts, société civile, autorités politiques. La délégation sénégalaise était fortement représentée. Promu en qualité de vice-président et rapporteur général de la conférence, le Sénégal a ainsi partagé son expertise en matière de leviers institutionnels dans le cadre du développement périphérique. Le rythme de la décentralisation au Sénégal suit à peu près la cadence de la conférence mondiale sur l'habitat. C'est ainsi qu'en 1972, à la veille de la conférence de Vancouver au Canada en 1976, le Sénégal avait, dans le cadre de l'acte 1 de la décentralisation, adopté la loi portant réforme administrative et territoriale ayant abouti notamment à la création de la communauté rurale. En 1996, fut mise en place la loi portant code des collectivités locales qui consacra la région comme entité locale. Et en 2014, fut votée la loi portant acte 3 de la décentralisation, marquée par la communalisation intégrale et l'érection du département. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio-AIBD est prêt. L'infrastructure sera inaugurée demain lundi par le chef de l'État. Cet axe d'un coût de 79 milliards de francs CFA sera prolongé jusqu'à Mbour. Et puis nous irons à la découverte de la première prison de Dakar, construite en 1890. Elle accueillait les détenus de l'Afrique occidentale française AOF pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, les lieux abritent l'école Amadou Hassan Ndoye au beau milieu de Dakar Plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République va inaugurer demain le prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio-AIBD d'un coût d'investissement de 79 milliards de francs CFA. L'axe sera prolongé jusqu'à Mbour. Le maître d'œuvre du tronçon, donc, Apix, a pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de l'inauguration, nous dit Damsila. Longue de 35 km, l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia sera inaugurée demain par le président de la République Macky Sall. Après 29 mois de travaux, les chantiers sont en présent livrés. L'infrastructure va beaucoup contribuer à la fluidité de la mobilité urbaine. Le président a décidé, à partir de la ville de Diamniadio, de raccorder définitivement Dakar et sa banlieue sur l'Interland. Il sera possible, à partir de demain, de raccorder Dakar à Sindia en 45 minutes. Ce projet offre aussi une connectivité pour la ville de Diamniadio avec son échangeur 4 voies qui permettra de desservir de manière équilibrée le germe de ville de Diamniadio. C'est l'échangeur qui est derrière nous. Nous avons aussi 4 passerelles passagers qui permettent aussi de raccorder à gauche et à droite du tronçon autoroutier les espaces de vie et des villes et des villages autour de l'autoroute à péage. Apex, maître d'œuvre du tronçon Diamniadio-AIBD, s'est dit très satisfaite de la qualité de l'ouvrage. L'axe sera prolongé jusqu'à Mbour et connecté à d'autres localités environnantes. De manière cohérente, à partir de l'échangeur de Sébikotane, aller à Thiès sur une gare de péage de bretelles et pouvoir aussi continuer sur l'aéroport international Blaise Diagne, mais aussi aller jusqu'à Sindia. Et le passager ou l'usager va aussi continuer son trajet sur une plateforme autoroutière conforme aux normes internationales avec un partenariat public-privé dont tronçon concédé
avec le concessionnaire Sénac-Eiffage. Et c'est ça la perspective de demain. Les 12 communes d'arrondissement vont opérer à une mobilisation spontanée pour venir remercier son Excellence le Président Macky Sall qui a offert aujourd'hui dans cette plateforme une connectivité cohérente mais aussi un autre mode de transport qui permet de continuer ce qui a été fait jusque-là. Le coût du financement du prolongement de l'autoroute à péage Diamniadio-Sindia s'élève à 79 milliards de nos francs. Sur les lieux, tous les dispositifs sont pris pour un bon déroulement de l'inauguration. Direction Équateur en Amérique du Sud où s'est tenue la conférence internationale sur l'habitat 3, une rencontre qui a mis en exergue les qualités des ressources humaines sénégalaises. En effet, le ministre de l'Urbanisme a été élu vice-président de la conférence et le diplomate Mamadou Bouch devient rapportement mis à la disposition des populations pour un coût total de près de 18 milliards de francs CFA, compte rendu Oumar Diawa. C'est un aéronef de l'armée qui a déposé le ministre de la Santé à l'aéroport de Saint-Louis. Bango n'est qu'à un jet de pierre, le camp abrite en son sein la prestigieuse école, le mythique Prytanée militaire Charles Thioréré. C'est par une chanson sur la fierté de faire partie de la famille des ET que les élèves ont accueilli la délégation venue pour clôturer la campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnés. Le PMS et le bataillon d'instruction en ont bénéficié. En choisissant le Prytanée, ce fleuron de notre système éducatif, vous participez sans aucun doute au renforcement des conditions de performance de cette pépinière de cadres pour notre pays et l'Afrique. Je dirais même que le choix porté sur le Prytanée militaire de Saint-Louis est en parfaite cohérence avec les directives du ministère de l'Éducation nationale qui demande aux élèves de s'impliquer dans la vulgarisation de l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Commencée il y a environ 6 mois par les régions sud et sud-est, la campagne s'achève par le nord faiblement impaludé. Plus de 8 millions de moustiquaires ont ainsi été distribués. Le Sénégal aura mis pratiquement 17 milliards pour cette campagne qui a commencé pratiquement au mois de mars, qui va se terminer avec Saint-Louis. Globalement, l'étau s'est desserré autour des régions nord, mais Saint-Louis a la particularité d'être une ville d'eau où le vecteur existe. La commune reste une localité fortement amphibie. Les risques de prolifération des moustiques demeurent constants en toute saison. Voilà pourquoi je salue cette attitude préventive qui devra permettre de maintenir cette tendance à la baisse. Si les autorités ont pu disposer en collectivité locale des mécanismes juridiques propices à l'exécution du nouvel agenda sur l'habitat 3, telle une conviction pour le Sénégal et qui sera complétée par un plan d'urbanisation à mesure d'honorer les engagements pris pour des logements décents. Dans le cadre de l'appropriation du nouvel agenda, il nous faudra entre autres mettre un accent particulier sur la promotion de la planification territoriale. Dans cette perspective, la nouvelle politique de développement économique et social initiée par le Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent accorde une importance au renouveau urbain, à la promotion de l'habitat social. La délégation sénégalaise conduite par le ministre de l'Urbanisme et du Renouveau urbain a été conviée à plusieurs rencontres axées sur les questions de financement, de sécurité entre autres. L'Union européenne, le Maroc, le Togo, il s'est agi pour l'essentiel de magnifier et d'approprier le modèle du Sénégal. Nous savons le Sénégal en avance en matière d'urbanisation, en matière de construction de logements sociaux surtout. Et nous avons souhaité avoir ces conseils dans ce domaine-là. À l'issue de la conférence des Nations Unies sur l'habitat 3 à Quito, un nouvel agenda a été adopté à l'unanimité. Les acteurs ont réitéré leur engagement à s'inscrire résolument dans cette nouvelle orientation. D'ici les 20 prochaines années, les villes devront être normalement des moteurs de croissance. Et puis nous reviendrons sur l'élection de nos compatriotes au poste de vice-président et de rapporteur général de l'ONU Habitat au cours de cette conférence internationale sur l'habitat 3 à Quito en Équateur.
Santé, lutte contre le paludisme. Le Sénégal vient de réaliser une prouesse par une couverture universelle. L'annoncé du ministre de la Santé qui a clôturé la campagne nationale de distribution de moustiquaires à Saint-Louis. Plus de 8 millions d'unités ont été gratuites.